Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur les antennes de Pôle Nord Télévision. Vous êtes en train de suivre votre émission Invité de la semaine. Aujourd'hui, vous allez être garni. Pourquoi? Parce que nous avons avec nous dans ce plateau un expert en questions juridiques. Il va de toutes les façons répondre à nos questions parce qu'aujourd'hui, là, ça fait déjà 15 ans et un jour depuis que le Congo détient sa constitution promulguée depuis un certain 18 février 2006. Il s'agit d'un avocat auprès de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Maître Willy Wenga est notre invité aujourd'hui. Maître Willy, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. 15 ans depuis que le Congo a sa constitution. Quel est les sentiments ou soit de la lecture que vous faites de cette constitution? Bon, 15 ans de vie, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Vous savez, lorsque vous avez un enfant de 15 ans, elle est où il est encore mineur d'âge, c'est déjà un enfant visible. 15 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire de cette constitution? C'est que, au moins après plusieurs années de guerre, la République démocratique du Congo a eu à mettre sur pied ce que de plus en plus les politiciens appellent la constitution de la belligérance. C'est-à-dire que ceux-là qui se battaient, ceux-là qui prenaient les armes, ceux-là qui, chacun occupait une partie du territoire national, s'étaient mis d'accord pour diriger ensemble. Et au-delà de la direction collégiale pratiquement, avec le phénomène de 1+4, ils sont parvenus quand même après une période de transition à offrir à la République une constitution qui a été promulguée le 18 février 2006, soit 15 ans aujourd'hui. Et lorsque vous parcourez cette constitution-là, vous allez vous rendre compte que c'est une constitution digne d'une république, une constitution digne des autres textes qui organisent une vie républicaine, une vie démocratique, en ce que ça consacre à son sein une organisation du pouvoir qui sépare effectivement le pouvoir. Et c'est aussi un texte qui a prévu une grande partie de préservation des droits fondamentaux, des droits humains. D'ailleurs, c'est son premier livre. Aujourd'hui, bon, tant bien que mal, nous vivons avec cette constitution. Tant bien que mal, il n'y a pas eu beaucoup d'incidents. Dès lors que jusque-là, à la lumière de la constitution, en usant de la constitution, la République a fait sa marche pendant 15 ans, partant des organisations démocratiques en termes de partis politiques, des mouvements syndicaux, des associations, des libertés consacrées, et aussi avec le processus électoraux, avec 3 cycles électoraux au niveau présidentiel, au niveau législatif, et 2 cycles électoraux au niveau du Sénat et des assemblées provinciales. C'est déjà quelque chose à la limite de cette constitution-là, sans compter le fait qu'on a assisté à la limite de cette constitution-là au changement de régime, ce que vous avez appelé l'alternance républicaine, l'alternance constitutionnelle. Parce que c'est la constitution qui a prévu cette alternance-là, qu'au bout de 2 mandats, un président ne peut plus se représenter. Très bien. Donc c'est une application de la constitution. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont créé, ceux qui dirigeaient, mais ceux qui nous avaient offert, il y a 15 ans, cette constitution, avait prévu qu'au bout de 10 ans de règne constitutionnel, que celui qui est là devait laisser la place à un autre. Et nous pensons que jusque-là, au-delà de quelques couacs d'ordre structurel, cette constitution a encore permis à la République de vivre en paix. Parlons élections, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Jusqu'à présent, depuis 2006, que nous avons commencé à voter, ou soit d'organiser les élections transparentes en République démocratique du Congo. La Constitution prévoit les élections à tous les niveaux. Mais jusqu'à présent, il n'y a que les législatives nationales, provinciales et puis présidentielles qui s'organisent. Les autres niveaux-là, comme ça ne s'intient pas, la loi prévoit quoi? En fait, il faut comprendre que la Constitution a prévu le fonctionnement de la République avec plusieurs institutions, au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Il y a 2 choses. Il y a prévoir les institutions au niveau de la Constitution, édicter des lois de fonctionnalité de ces institutions et matérialiser le fonctionnement de ces institutions.
Et si la République a offert à sa population des élections au niveau de la présidence de la République, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, et voire au niveau des assemblées provinciales, les organisateurs des élections n'ont pas, sur le plan juridique ni politique, mais du point de vue matériel, avaient estimé qu'ils n'étaient pas en mesure, au regard de moyens financiers, d'organiser les élections locales. Et c'est là, 3 fois de suite, on a vu ces élections être reportées et il n'y a que le problème de moyens qui sont évoqués. Est-ce que partant de la question de moyens, il y a lieu de parler de la volonté politique, l'absence de volonté politique ou l'absence de moyens réellement? Mais lorsque vous regardez le budget de la République et le budget des élections, vous devez poser la question de savoir d'où viendrait l'argent pour le budget pour terminer tous les cycles électoraux, encore que tout dépend de ceux qui dirigent. Parce que ce sont eux qui savent où est-ce qu'ils ont eu tel ou tel argent. Et ça fait question de la bonne volonté. La question est la volonté. Mais la loi prévoit comme quelle sanction par rapport à ces faits? Vous venez de le dire que ça peut être un problème de financement ou soit de volonté. Mais dans ces cas de figure, la loi prévoit aussi quand on n'a pas organisé des élections locales, communales. Au niveau local, la loi n'a pas prévu des sanctions comme telles. Par contre, la loi a prévu des dispositions transitoires pour dire, à défaut des élections à tel niveau, voilà. Ceux qui sont en fonction, ils vont rester. Pour preuve, ils sont là. Par exemple, lorsqu'il fallait faire les élections de conseillers communaux, conseillers de chefferie, conseillers de groupement, lesquels conseillers devaient procéder peut-être à la désignation de bourgmestre, administrateur du territoire, chef de collectivité, chef de chefferie, et même chef de secteur. Les dispositions transitoires font à ce que, à défaut des élections, il y a une autorité politique, administrative, à qui est reconnu le pouvoir de désigner ces personnalités qui devaient être données à la République par voie électorale. Donc aujourd'hui, il y a une partie de dirigeants locaux qui émanent du pouvoir de la nomination, alors qu'ils devaient provenir de l'élection à la base. Et ça pose un problème. Nous avons aujourd'hui des autorités élues, telles qu'elles prévoient la Constitution, et des autorités locales nommées. À défaut des élections et en déphasage de ce que prévoit la Constitution. Mais la Constitution elle-même a pallié déjà ces difficultés en prévoyant des dispositions transitoires constitutionnelles et des dispositions transitoires à travers des lois appropriées de la réglementation, de la gestion des entités territoriales décentralisées, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons, nous Congolais, nous tapons la poitrine pour dire que nous avons une constitution bâclée qui prévoit tout? Vous savez, je pense que c'est précoce de dire que c'est bâclé. La Constitution n'est pas bâclée. La Constitution de la République est une constitution conforme, une constitution réfléchie sur le plan de droit, parce que le regard à faire par rapport à une constitution peut être juridique, sociologique et beaucoup plus politique. On peut appeler ça une constitution comment dirais-je, une constitution des circonstances? C'est une constitution normale. Chaque constitution est une constitution des circonstances, mais pour régler une vie longue. C'est une circonstance qui fait réfléchir les constituants. Lorsque vous regardez la marche de la République, les besoins de la République, les difficultés rencontrées antérieurement par rapport à la manière de la gouvernance, vous voyez, ça vous permet de réfléchir à l'avenir, parce qu'on ne légifère que pour l'avenir. On ne dicte une constitution que pour l'avenir. On ne dicte les lois que pour l'avenir. C'est-à-dire que c'est une conclusion à laquelle le législateur est arrivé, ou le gouvernement est arrivé, ou la population est arrivée, parce que tout le monde peut proposer pour faire des projets de loi ou pour qu'au référendum on puisse voter par exemple une constitution. C'est après examen et évaluation de la vie qu'on dit très bien telle disposition de la loi, telle disposition de la constitution n'est plus adaptée, par exemple. Il faut qu'on la modifie. Vous voyez, c'est une évaluation. Mais au jour d'aujourd'hui, 15 ans après, je suis le seul là qui admettent que la Constitution de la République, telle qu'elle est là, elle est conforme. Sauf, et je pense que ce matin, je l'ai dit encore avec certains de vos confrères qui m'ont approché le matin, et j'ai dit que la Constitution a connu un coup dur par rapport au principe démocratique. C'est la révision de 2011 qui a ramené le tour présidentiel qui était de 2 tours à un seul tour. Parce que c'est un problème démocratique.
Vous savez que dans un pays comme le nôtre, avoir un président de la République qui est voté à la majorité relative parce qu'il est le premier sur la liste avec 10 voix, et les 90 voix sont pour les autres candidats, par exemple, qui chacun avait une voix, 7 voix, 11 voix, à ce moment-là, vous avez un président de la République qui est mal élu. Mais le deuxième tour offre l'avantage d'avoir un président à majorité élue. Parce que pour être élu, il faut avoir la majorité de voix. La majorité de voix sur l'autre, et beaucoup plus, ça ramène vers la majorité absolue. Donc très bien, merci beaucoup. Vous nous suivez sur Pôle Nord Télévision, mesdames et messieurs. C'est votre émission invitée de la semaine qui reçoit Maître Willy Wenga. Il est l'avocat près la cour d'appel de Gombe et puis expert en questions juridiques. Il est notre invité, Maître Willy Wenga. Parlons un tout petit peu de l'absence du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Lui qui a été invité dans la plénière, une plénière qui est censée être autonome. Ce dernier n'a pas répondu à cette invitation. La loi prévoit quoi en cas d'absence du Premier ministre? En fait, je veux répondre à cette question parce que sa réponse serait dans la Constitution. Quand nous parlons de la Constitution, parce que sinon c'est une question qui a perdu beaucoup d'actualité. C'est une question qui est restée très loin. On a déjà dépassé ce stade-là, on est déjà à autre chose aujourd'hui. Mais quand même, il faudrait apporter une lumière. Pour vos téléspectateurs, pour leur consommation, il faut juste reconnaître que la Constitution n'a pas prévu un cas de figure où une fois que l'Assemblée nationale a besoin du Premier ministre, que celui-ci soit absent. Nulle part la Constitution a prévu ces cas-là. On ne pouvait pas s'imaginer qu'une fois interpellé devant l'Assemblée nationale, d'où il est l'émanation, parce que c'est l'Assemblée nationale qui investit le Premier ministre. Tout à fait. Et chaque fois que celui qui t'a investi t'appelle, par pétition, par motion, il faut venir répondre. C'est même une obligation. Parce que même le fait de ne pas répondre à une question, à une préoccupation de l'Assemblée nationale, en ayant 30 jours, lorsque vous lisez une disposition pertinente de la loi portant la Cour constitutionnelle, quand ça concerne les infractions propres au Premier ministre, vous allez trouver une infraction qu'on a érigée là-bas, qu'on appelle offense au Parlement. Vous voyez, outrage. Outrage au Parlement. Et ça s'appelle offense et outrage, ce sont toujours les mêmes termes, c'est-à-dire que outrage au Parlement. Vous allez vous rendre compte que le Premier ministre, lorsqu'il ne répond pas à une préoccupation, le délai c'est de 30 jours. Là, il est dans l'infraction. Mais la Constitution elle-même n'a pas prévu que s'il ne vient pas, qu'elle doit faire le Parlement. Même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne dit rien. C'est silencieux là-dessus. À ce moment-là, c'est une décision hic et nunc de la plénière. C'est parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis que le Congo existe. Raison pour laquelle, même dans le règlement... Ce n'est pas question. Ce n'est pas question de n'avoir jamais existé. C'est beaucoup plus question de l'élégance politique. C'est-à-dire que lorsqu'une Assemblée nationale invite le Premier ministre, partout au monde, il doit se présenter. Mais la manière dont la République s'est gérée à travers les deux pôles politiques, dans l'accord ou à travers le mésattente qu'il y avait déjà de manière latente dans leur accord politique FCC cash, a fait qu'à un certain moment, ça se comportait en dehors de règles de la Constitution, mais beaucoup plus par rapport et à la lumière des ordres qu'on reçoit des autorités morales. Vous comprenez? Et ben, je pense qu'avec le nouveau gouvernement... De l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée, le Premier ministre ne va pas tomber dans les mêmes pièges des autorités morales. Lorsqu'on dit qu'il vient de l'ensemble pour le changement, c'est-à-dire qu'il a une autorité morale qui est le président de l'ensemble, et que demain qu'on ne dise pas que non, le Premier ministre n'a pas voulu... Il va obéir aussi à ses ordres. Il a obéi aux ordres de son autorité morale. Donc, brièvement, la Constitution n'a pas prévu ces cas de figure, n'a pas prévu des sanctions, n'a pas prévu... Mais la dynamique de l'Assemblée nationale a fait que, même à son absence, que l'Assemblée nationale statue et vote la motion. Très bien. Merci beaucoup, Maître Willy, pour ces précisions. Parlons Union sacrée. Il n'y a pas peu, le président de la République vient de nommer un Premier ministre. D'aucuns disent que cette nomination a violé notamment l'article 78 de la Constitution. Est-il vrai? Je pense que la nomination qui avait violé l'article 78 de la Constitution, c'était la nomination d'Ilunga Ilunkamba. Expliquez-nous. Parce que lorsqu'on avait nommé Ilunga Ilunkamba en 2019, si je ne m'abuse pas, après que le FCC et les CACH
qui étaient en coalition, se soient mis ensemble pour se coaliser. C'est eux-mêmes qui s'étaient proclamés majoritaires. Alors que, comme les sans aucun soubassement. Sans aucun soubassement. Alors que la Constitution, l'article 78 est clair, le président de la République nomme le Premier ministre dans la majorité. Si cette majorité n'existe pas, il désigne un informateur au fin, n'est-ce pas, de chercher une majorité pouvant lui donner un Premier ministre. Mais déjà, le fait que le président de la République accepte cette coalition et qu'il a attribué cette majorité ancienne au FCC, intentionnellement, il a violé la Constitution? Non, ça dit que vous savez que la Constitution, comme tous les textes de loi, leur avantage, c'est de réglementer le comportement d'une autorité politique. Le président de la République, comme il est là, il est président de la République, commandant suprême, magistrat suprême, commandant, il a toutes les qualités possibles. Tout ça, c'est à lui. De haut, comme disent les Ivoiriens. Cependant, chaque comportement et attitude est régi et réglementé par une disposition du texte. Lorsqu'on dit que le président de la République signe, agit par ordonnance, la Constitution dit comment est-ce qu'il prend ces ordonnances-là. La Constitution vous dit que ces ordonnances peuvent bénéficier du contre-saint, d'autres peuvent ne pas bénéficier des contre-saints. Vous comprenez? Les contre-saints aussi posent problème. Bon, oui, ça avait posé problème à un certain moment. Ça fait partie de l'histoire de la gouvernance. Et alors, la même Constitution, donc ça dit que le président de la République, on lui dit, le premier pouvoir qu'on lui reconnaît, c'est de nommer un Premier ministre. Très bien. Et l'obligation, parce que dans ce droit de nommer, il y a une obligation. Quelle est l'obligation? C'est de nommer ce Premier ministre dans la majorité. Mais cette majorité proviendra de quoi? Cette majorité, d'abord, c'est à l'Assemblée nationale. Et ça doit provenir des partis politiques ou des regroupements politiques qui ont été présents aux élections. C'est-à-dire que les partis politiques qui ont présenté les candidats aux élections et dont leurs candidats ont été élus, est-ce qu'il y a des partis politiques qui, à eux seuls, constituent une majorité? On n'en a pas eu. Est-ce qu'il y a un regroupement qui, à lui seul, constitue une majorité? On ne l'a pas eu. On s'est retrouvé comme ça, c'est qu'à l'alinéa 2, lorsque cette majorité n'existe pas, c'est ça l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution, lorsque cette majorité n'existe pas, il désigne un informateur. Mais à l'époque de FCC et du CACH, l'informateur n'a pas été désigné. Lorsque cette majorité n'a pas existé, deux familles politiques se coalisent d'eux-mêmes et se proclament majoritaires. Non, des leaders, pas des familles politiques, des leaders. Non, parce que là, on n'a jamais parlé de leaders. Non, nous parlons des leaders dans le sens où le président de la République, qui vient de l'UDPS, UDPS a ses alliés, ça veut dire que le président Kabila aussi la majorité, a ses alliés c'est pas par rapport aux hommes, par rapport aux partis politiques et regroupements politiques. Avec deux regroupements politiques non électoraux, parce que les FCC et les CACH n'ont pas été avec nous aux élections. Donc j'ai dit, nous, je veux voir comment est-ce que nous sommes dans l'ambiance du contentieux électoral. Très bien. C'est-à-dire qu'au contentieux électoral, il n'y avait pas de FCC, il n'y avait pas de CACH. Donc il n'était ni un parti politique, ni un regroupement politique. Vous comprenez? Très bien. Alors on s'est retrouvé comme ça, il n'y a pas de majorité. Alors lorsque le FCC et les CACH ont été créés, entre eux, ils se débrouillent dans les couloirs, ils se voient, ils se parlent, ils signent leurs accords, ils deviennent une majorité, mais aucun informateur les a dénichés. D'abord parce que l'informateur n'a pas été nommé par le chef de l'État. Voilà, moi je parle de aucun. C'est-à-dire d'abord, une deuxième obligation. Donc première obligation pour le chef de l'État, nommer dans la majorité. À défaut, deuxième obligation, désigner un informateur. Mais pour le cas présent, il y a une question. Je vous redonne la parole, maître. Avec votre manière de faire, vous risquez de me faire oublier votre propre question. Non, parce que votre propre question était par rapport à l'article 78. Oui. Pour dire, est-ce que cet article 78, là, le président, actuellement, on l'a respecté? Actuellement, je peux vous dire que la nomination de l'actuel Premier ministre a au moins répondu au schéma de l'article 78, en ce que lorsque le mariage FCC et CACH est arrivé à terme, n'est-ce pas, pour avoir un nouveau Premier ministre, une nouvelle majorité a été retrouvée ou composée par l'informateur qui était nommé. Cet informateur a présenté la nouvelle majorité, et cette majorité est constituée de plusieurs regroupements, dont ensemble, le président de la République a nommé un Premier ministre là-dedans. Et ce Premier ministre-là
est issu d'une majorité coalisée. D'une majorité coalisée. Donc, la nomination de celui-ci répond aux normes de l'article 78. Et là, il est en train de consulter afin de former son gouvernement. Et conformément à la Constitution, il va présenter son programme devant l'Assemblée nationale. Laquelle Assemblée, si ça adopte le programme, il investit le gouvernement. Si ça n'adopte pas le programme, le gouvernement ne sera pas investi, ça tombe. Très bien. La révision de la nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale, qui a été identifiée par l'informateur nommé par le chef de l'État, ne viole pas la Constitution pendant la législature. Bon, vous savez, il y a quelque chose quand même qui est beaucoup. L'avantage ou le désavantage de l'Assemblée nationale ou du Sénat, c'est qu'à part la Constitution et les lois de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat sont régis par les règlements intérieurs. Conforme à la Constitution de la République. Conforme à la Constitution. Mais là, dans leur manière de procéder, il y a un principe sacré, c'est que la plénière est souveraine. Et lorsque quelque chose s'imagine, se conçoit, qui peuvent avoir de l'incidence sur des engagements pris ou de l'incidence sur des dispositions réglementaires, à ce moment-là, la plénière elle-même, qui est auteur du règlement, la plénière elle-même, qui est auteur des textes réglementaires, peut prendre des dispositions pour dire que non, désormais nous prenons telle ou telle disposition. Mais je voudrais beaucoup plus dire que ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est beaucoup plus politique que juridique. C'est beaucoup plus politique et juridique. Or, en matière de droit et de la politique, à un certain moment, le fait précède les droits. Très bien. Vous voyez, le fait parfois précède les droits. Et le regard qu'on peut avoir par rapport à tous ces changements-là sera beaucoup plus un regard politique que juridique. Sur le plan de droit, on estime que la plénière qui avait pris telle décision a modifié sa propre décision. Tout comme lorsque vous jetez un regard sur la Cour constitutionnelle qui avait pris telle position dans une affaire qui ressemble à l'affaire d'aujourd'hui, nous, en droit, nous disons seulement que non, comme la Cour a changé sa position, donc il y a eu un revirement jurisprudentiel. C'est notre terme que nous utilisons. Un revirement. C'est-à-dire la Cour a changé sa position qui était déjà pour nous une jurisprudence. Vous voyez? Donc au jour d'aujourd'hui, ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'appartenance à un groupe politique, à un parti politique, à un regroupement politique, à une famille politique, c'est d'abord la personne elle-même. Très bien. C'est ma conviction. C'est la personne elle-même qui dit, moi désormais j'appartiens à tel parti politique, à tel groupement, je prends des engagements, je signe. Mais il y a un élément important. C'est que ce qui n'a pas été fait par rapport à ce qui s'est passé là, c'est que la loi est claire. La Constitution est claire. Lorsqu'on change la position, en disant que non, je quitte la FCC pour l'Union sacrée, je quitte mon parti pour tel autre parti, ça signifie que vous quittez votre parti. Et lorsque vous quittez votre parti, vous êtes supposé, vous êtes réputé démissionnaire. Vous allez perdre le mandat. Vous avez perdu votre mandat. Oui. Mais la perte de mandat n'est pas automatique. Il faut qu'il y ait des gens qui poursuivent ces mandats-là. Et vous allez voir que, avec tout ce qui s'est passé, ceux qui sont sortis du FCC pour aller à l'Union sacrée gardent tout leur mandat. Et le FCC ne poursuit pas ces mandats-là. Et c'est la question qu'on se pose. Mais parce que jusqu'à présent, on sait là qui ont changé les tendances, ou soit qui sont allés dans une nouvelle majorité, jusqu'à présent n'ont pas déclaré forfait dans leurs anciens partis politiques, ou soit dans leurs partis politiques. Oui, et c'est ça qui constitue la fraude. Vous appelez ça fraude? Oui, bon, vous savez, j'assume. J'appelle ça fraude. Lorsque vous avez été élu dans un parti politique, et vous dites que je suis plus... Or, une parti politique, c'est une idéologie. C'est une vision. Vous ne pouvez pas dire que non, je ne suis plus au PPRD, je suis à l'Union sacrée, ou je suis à l'Union sacrée et au PPRD. Mais la différence aussi, c'est que l'Union sacrée n'est pas un parti politique, c'est une vision. Donc c'est normal que quelqu'un soit du PPRD qu'il aille dans l'Union sacrée, qui n'est pas un parti politique. C'est compliqué, il y a un flou. Plus d'une fois, à chaque fois que j'attends cela, je me dis, bon, très bien, embrassons la vision. Ce n'est pas ça. Dites-nous les contraires alors. Non, une chose que c'est vrai, c'est que l'Union sacrée n'est pas un parti politique. L'Union sacrée n'est pas un regroupement politique. C'est un regroupement politique. Ce n'est pas un regroupement politique. Ok. Parce que les regroupements et les partis politiques sont à l'intérieur. Doivent être légalement constitués, conformément à la loi. Ok. Et ils doivent avoir même des personnalités juridiques. Oui.
Or, ici, Le FCC, les caches n'ont pas ce ne sont pas des regroupements. des personnalités juridiques. C'est là même le secret auquel je voulais chuter. Pour dire que si ceux qui ont quitté à gauche pour aller à droite N'ont rien violé. ne sont pas exclus, si ils ont quitté, c'est parce qu'ils n'ont pas quitté un parti vers un parti. Ah, ok. Vous comprenez? Celui qui a quitté l'FCC vers l'Union sacrée n'a pas quitté un parti vers un parti. Il a quitté une famille politique vers une vision informe. Alors, lorsque vous lui dites non, pourquoi vous avez dit non, je suis toujours au PPRD, mais j'adhère à cette vision. Ça signifie quoi? Aussi longtemps que votre autorité morale, moi, je suis catholique. lui, n'a pas... Moi, je suis catholique, pur et dur. Mais imaginez-vous, quel est le regard que mon curé aura sur moi lorsque je dis non, je suis catholique, mais je pars souvent aux affermissements à la 17e rue ou à la 8e rue. Chez moi, à l'église catholique, en tout cas, on doit m'excommunier. Parce que je commence à mélanger les choses. Les partis politiques et les regroupements politiques qui considèrent que leurs membres les ont quittés devaient prendre le courage de les exclure. Mais pourquoi ils ne veulent pas les exclure? C'est parce qu'il est dit que lorsqu'on exclut un député national, il part avec le mandat. Ok. Les amis aussi qui sont partis de l'autre côté ne veulent pas aussi dire que je suis sorti ou je suis parti. Parce qu'ils savent que si je le dis, je perds mon mandat. C'est ça que vous appelez fraude. C'est ça que j'appelle fraude. C'est-à-dire qu'en étant là, vous n'êtes plus ici, mais vous allez là-bas avec les avantages d'ici. Vous voyez? Très bien. Il y a aussi l'absence de courage politique. Là où étaient les amis, on n'a pas le courage de dire très bien, on ne doit pas continuer à garder sur notre nombre celui qui n'est plus avec nous. Très bien. Merci beaucoup, Maître Willy. Vous êtes notre invité d'aujourd'hui. Alors, une autre question, c'est que à quand le Congo va revoir son code pénal qui date depuis l'époque coloniale? En fait, je profite de votre plateau pour demander à la commission permanente de réforme du droit congolais de faire son travail. Aujourd'hui, le code pénal congolais n'est plus le code que les gens touchent là. N'est pas actualisé. Pourquoi? Parce que il y a au jour d'aujourd'hui plusieurs dispositions pénales en dehors du code pénal. Vous comprenez? Très bien. Parce que la loi sur l'environnement a des dispositions pénales dedans. La loi sur le code de la famille. Parce que vous avez dans le code de la famille, il y a des dispositions pénales. Dans chaque loi particulière aujourd'hui, il y a des dispositions pénales. Or, dans les pays... Cybercriminalité... Oh, là, n'en parlons plus, ce que nous appelons les droits nouveaux. La législation sur la cybercriminalité, tout ce qui est pénalité dedans, c'est du droit pénal. Vous voyez? Alors, toutes ces infractions qu'on trouve dans des textes épars, en principe, au jour d'aujourd'hui, devaient être codifiées. Parce qu'un code signifie quoi? Le code signifie la mise ensemble de différentes dispositions. On les codifie et on arrange les dispositions pour dire ça c'est l'article tel, l'article tel, l'article tel, l'article tel. Mais au jour d'aujourd'hui, le vieux code pénal date de l'époque coloniale, 1949 je pense. Et il n'y a même pas une mise à jour. La mise à jour consisterait à... Donc Joseph Mobutu a trouvé ça, il a laissé ça comme ça. Mais au-delà de Joseph Kasavubu lui-même. Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré, voilà. Joseph Kabila, ils ont laissé ça comme ça. Il fallait même faire la mise à jour. La mise à jour consisterait à quoi? À adapter les amendes par exemple. À adapter même la monnaie qui se trouve dans les textes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans le code on pénal, parle d'Isaïr. On parle d'Isaïr. Ça c'est avec la mise à jour de 82 je pense. Mais on parlait encore même de francs congolais ou de francs belges. Oh là là. Avant 60. Ça fait mal, mais. Ça fait mal. En tant qu'expert dans ces domaines. Oh, je suis expert, j'analyse les choses, mais beaucoup plus, il y a la société civile. La société civile congolaise, et il y a beaucoup d'organisations de société civile qui sont du domaine juridique, qui sont du domaine du droit. Entre autres, d'abord le barreau. Notamment la cage. Le barreau, par exemple. Il y a les Azado, il y a les ACAGE, il y a plusieurs associations de droits de l'homme
qui devait comprendre que la guerre n'est pas ce petit monitoring là de tel a été arrêté. Est-ce que vous comptez, vous espérez plutôt à cette société civile? Je crois à la société civile. Qui est divisée aujourd'hui. Bon, ils sont divisés. Les uns dans la majorité, les autres dans l'opposition. Ils sont divisés parce que elles sont divisées parce qu'elles ne savent pas le rôle de la société civile. Comment alors ils vont revoir, ils vont militer pour la révision de ces codes? La société civile, c'est un groupe de pression. Très bien. La société civile, c'est un groupe de pression. Et les véritables membres de la société civile sont les syndicalistes, par exemple. Oui. Sont les activistes des droits de l'homme. Mais à un certain moment, les dirigeants de la République ont voulu inféoder la société civile. La force de la société civile. Vous voyez, les gens comme le Bahati Lukwebo, les gens comme le... j'ai même oublié, il y avait une frange de gens qui tenaient la société civile. Il y a même Mouila qui vient de mourir, un confrère qui vient de mourir. C'était vraiment les teneurs de la société civile. Le Mukulungu, avec la CIECO, à l'époque, le syndicat des enseignants, CIESA, syndicat des enseignants. Le CLC aussi. Hein? Le CLC aussi. Le CLC est venu, le comité de laïcs est venu. Voilà, ce sont des groupes de pression. Mais le plus grand problème, c'est que tous ces groupes-là commencent beaucoup plus à s'intéresser plus à la politique qu'à la dynamique. Ils ont oublié leur mission. Du changement de la vie. Bon, quelque part, elles vous disent que non. Il faut d'abord qu'on améliore la situation politique pour que les restes suivent. Et ça sera les réponses. Mais à trop chercher, à vouloir chercher, à trop résoudre les problèmes politiques, on y reste engouffré et on oublie les travaux nécessaires. Au jour d'aujourd'hui, chez nous, au niveau du ministère de la Justice, il n'y a pas de financement, aucun financement pour la réforme du droit congolais. Ah bon? Parce que la commission permanente de réforme du droit congolais est composée d'éminentes personnalités, de professeurs de droit, de magistrats, des avocats. Avez-vous fait le plaidoirie pour avoir le financement? Je pense que le plaidoyer à faire par rapport à ça, c'est tous les jours, mais même dans le budget de l'État, combien de postes restent non exécutés? Oui. Donc, il y a beaucoup de textes qui nécessitent des réformes. Ce n'est pas seulement le code pénal, même le code civil, même le code de procédure pénale. Aujourd'hui, il y a une bataille autour de pour ou contre les immunités des parlementaires, pour ou contre les immunités des ministres. Tout ça sont des réformes à faire par rapport à des poursuites pénales. Oui. Je vais voir aussi les statuts des anciens présidents. Bon, en fait, d'abord, cette histoire de statut d'ancien président, c'est une nouvelle législation que vous venez de nous amener il n'y a pas longtemps. Nous? Oui, vous, les politiciens. Moi, je suis politicien. Bon, vous savez, et même les journalistes sont devenus inféodés. Non, faut pas nous coller ça. Bon. Au contraire, vous, les avocats, les juristes... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus où se retrouver. Parce que tout le monde il y a une cacophonie dans cette société. Politique, oui, tout le monde devient politique. Mais nous, on reste journalistes. J'aimerais vraiment avoir toujours en face de moi des journalistes vrais. Et là, pourquoi? Parce que de plus en plus la presse aussi a connu de sérieux problèmes. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la presse. Hein. Okay. La presse a connu beaucoup de problèmes. Vers les années 90-91, nous étions là-dedans. On nous parlait de presse rouge, presse verte. Je viens de voir l'avenue de l'université ici, où je suis passé, ça fait plus de 10 ans. Ah bon? Je viens d'arriver ici. Bon. Pourquoi? Bon, je ne fréquente pas souvent la route ici. L'université de Kinshasa est non loin d'ici. Bon, moi j'ai quitté faire un tour. J'ai quitté l'université, ça fait plus de 26 ans. Allez voir son état des lieux. Là où vous formez les juristes. Non, ça veut dire que si je monte vers l'université, je passe. Vous prenez bypass? Bypass, voilà. Okay. C'est pas parce que je cherche là où je vais rouler moins, parce qu'ici c'est pas trop commercial, avec beaucoup de véhicules. Mais l'avenue a été réhabilitée il n'y a pas longtemps, la circulation est normale. Je viens de m'étonner. Je n'ai même pas fait 10 minutes de chez moi jusqu'ici. Et donc, il y avait à l'époque ici Léon Mukanda, qui était quelque part ici, avec Umoja, hein, à la montée ici. Avec Mopulu, voilà. Vers l'avenue Mopulu. Oui, toute la République descendait ici, parce que vous savez que si vous voulez avoir des nouvelles de l'IDPS, c'est Umoja. Ah, ok. Les gens couraient vite à ma tête, là-bas, au Forum des As, qui émettait à ma tête. Les gens chez Mouboyaï avec les phares, le potentiel avec tout le monde, donc on courait comme ça.
Mais bon, est-il vrai aussi que la mission de la presse, c'est parfois d'accompagner. Nous ne sommes pas aussi subventionnés, hein? Oui, Aussi, ne cherchez même pas à être subventionné. Cherchez à vous aligner et à considérer que l'alignement que vous allez faire va vous apporter. Parce qu'il y a même à Paris, à Bruxelles, vous allez trouver une presse qui accompagne tel politicien, tel parti politique, tel regroupement. Ce n'est pas un péché. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Mais lorsqu'on s'aligne derrière un politicien, il ne faut pas chercher les avantages chez l'autre. Très bien. À ce moment-là, vous commencez à vaciller. Qui vous a blessé dans ces domaines de médias? Parce que quand vous parlez de la presse, c'est comme si vous avez un regret. Non. Ça dit que personne ne m'a blessé parce que moi-même, je ne suis pas consommateur en termes de disposition, en termes de papier, hein, en termes de pages, pour dire que non, voilà, maître Willy Wenga. Voilà, non, je ne suis pas acteur, moi, de la gouvernance. Moi, je suis observateur de la vie politique. Très bien. Et j'ai toujours fourni un effort de ne pas être là-dedans. Je suis avocat. Ça m'intéresse beaucoup de défendre les gens. Ça m'intéresse beaucoup d'analyser la vie et en toute objectivité. Très bien. Et si vous me suivez tous les jours dans les radios, dans les télévisions, nationaux comme internationaux, vous allez vous rendre compte que non. La bataille que j'ai faite dans mes raisonnements, c'est de chercher à accompagner la République, la presse et le politique en leur disant, chers amis, merci beaucoup, vous avez fait ceci, mais attention avec ça. Très bien. Merci beaucoup, Maître Willy. Cette émission touche à sa fin. Une dernière question qu'on ne vous a pas posée ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ce peuple congolais qui vous ont suivi partout dans l'étendue nationale de la République démocratique du Congo? Avez-vous un message? Bon, le message, c'est par rapport déjà au chapeau de l'émission, la Constitution de la République, 15 ans après, vous savez. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à notre Constitution. Et la Constitution en elle-même n'est pas mauvaise. Mais les autorités politiques, les acteurs politiques doivent fournir un grand effort de se conformer à la Constitution. Lorsqu'on se conforme à la Constitution, les choses iront au mieux. Mais beaucoup plus s'il y a un travail à faire, ou s'il y a une main à toucher ou à retoucher notre Constitution aujourd'hui, je demanderais que ce soit beaucoup plus à ramener le tour de l'élection présidentielle de un tour à 2 tours. Parce qu'à 2 tours, là, vous avez vraiment des élections démocratiques. Vous voyez? Mais pour le reste, il n'y a jamais au monde un développement durable dans l'irrespect des textes fondamentaux. C'est la Constitution, le respect de la Constitution, pour autant que cette Constitution soit démocratique. Parce qu'il y a aussi des constitutions qui sont révolutionnaires, des constitutions qui sont aussi dictatoriales. Et la nôtre, elle est démocratique. Est démocratique. Très bien. La nôtre est démocratique. C'est une très bonne constitution. Parce que ça sépare les pouvoirs. Ça donne le pouvoir de chacun. Ça détermine le rôle de chacun. Ça détermine le mandat du président de la République. Ça détermine le rôle du président, le pouvoir du président de la République. Alors, est-il vrai, comme tout texte, souffrait que... Les droits des citoyens aussi. Que chacun, dans sa liberté d'expression, y amène son interprétation. Mais la première et l'unique personne qui peut bien interpréter la Constitution, pour autant qu'elle n'est pas inféodée, c'est le juge constitutionnel. Très bien. Pour autant que le juge constitutionnel n'est pas inféodé, il est la seule autorité constitutionnelle à interpréter la Constitution. Tout le monde, je suis professeur, je suis grand avocat, ils peuvent tout dire, mais c'est la position du juge constitutionnel qui compte. Très bien. Voilà pourquoi au juge constitutionnel de nous donner des positions qui aident la République à ne pas s'engouffrer. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Willy Wenga. Vous êtes avocat près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et aussi expert en questions juridiques. Vous étiez notre invité d'aujourd'hui dans cette émission invité de la semaine où nous avons parlé de du 15e anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo, 15 ans après. Donc, Maître Willy Wenga a échangé avec nous, mais vous aussi, vous avez appris quelque chose de tout ce qu'il a dit, mais quand même, il a aussi demandé à la société civile de pouvoir mettre une pression pour revoir les codes pénals congolais qui souffrent depuis plusieurs années, s'il faut le dire ainsi. Maître Willy, merci de répondre à notre invitation. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui et restez fidèles au programme de Pôle Nord Télévision.